On déploie des architectures qui résistent aux cyberattaques. Au départ, on avait quelques actualités qui venaient toutes les semaines, tous les mois, sur des attaques étatiques, sur des attaques criminelles. Aujourd'hui, je pense qu'on a une actualité toutes les 3 minutes. Il y a un enjeu de cyber, de sécurité, de résilience qui est très important. Bonjour à toutes et à tous, et donc bienvenue à cette table ronde cybersécurité. On se dit rendez-vous dans 10 ans. Donc dans la continuité de la keynote de Pascal, et merci beaucoup Pascal pour ta parole lors de cette keynote, Pascal a dressé un panorama assez large et très anticipatif qui va au-delà de la simple menace d'origine cyber. Et on va essayer de continuer de se projeter dans le futur de la cyber. Alors dans l'esprit un peu laboratoire des idées de la mêlée, on a un panel de très haut niveau que je vais vous présenter, et qui représente surtout une diversité d'acteurs très intéressante pour la thématique de cette table ronde, ceux qui conçoivent la technologie et les services cyber, ceux qui conseillent sur les choix de ces technologies et de ces services, ceux qui les déploient au service de nos économies, ceux qui travaillent à faciliter l'accès au marché pour ces technologies et services, et ceux qui les achètent évidemment pour assurer leur propre résilience et leur autonomie stratégique. Donc dans le rendez-vous à 10 ans de la cyber, on sait qu'il y aura des bouleversements, il y aura beaucoup de changements qui seront technologiques, qui seront industriels, méthodologiques, géopolitiques, sociétaux. Pascal en a dressé déjà un bon panorama. On sait que des changements majeurs sont en cours et évidemment, on sait tous que c'est ceux qui s'y prépareront le mieux qui auront un net avantage dans le monde numérique de demain. Alors autour de la table, on accueille Christophe Vendran, qui est le directeur général de Cyblex Consulting, société de conseil. Bonjour à tous. Pascal, tu t'es déjà présenté, on ne te représente pas. Jean-Noël de Galzin, donc, qui est le directeur général de Walix et qui est le président d'Exatrust, qui regroupe un ensemble d'acteurs du numérique de confiance. L'amiral Arnaud Coustillère, donc, qui est le président du pôle Excellence Cyber, qui est aussi le père fondateur de la cyber au sein de nos armées. Et David Groot de Google, qui est le CTO de Mandiant Security Cloud au sein de Google. Alors je vous demande de les applaudir très fort. Ah, merci. Pour une raison simple, c'est que la thématique de la table ronde, de leur dire comment est-ce qu'on se projette à 10 ans dans toutes ces évolutions à venir, elle est quand même assez complexe dans un monde qui a sûrement jamais été autant marqué par l'incertitude et l'imprévisibilité. Donc prévoir à 10 ans, beau challenge pour cette table ronde. Alors pour commencer, pour rester dans la continuité de ce qu'a présenté Pascal, David, côté Google, est-ce que tu peux nous présenter en détail ce que, côté Google, vous imaginez qu'il faudra mettre en place pour répondre à cette diversité de menaces qui évoluent très vite et qui sont de plus en plus imprévisibles? Oui, bonjour à tous. Je dirais que déjà, je vais donner un petit retour un peu plus frivole par rapport à ce que disait Pascal avant, parce que c'était vraiment très intéressant de voir cette prospective pour Airbus. Je vais revenir plus à quelque chose qui est d'actualité cette semaine, autour du sport. En fait, quand on regarde le sport, cette semaine était une grande semaine sportive, entre le Ballon d'Or, le Classico, pour ceux qui aiment le football, même si on est dans une ville de rugby. Et globalement, quand on regarde le sport et l'évolution du sport dans les 10 dernières années et pour les 10 prochaines années, on peut faire un vrai parallèle avec le monde de la cyber. Si vous avez eu l'occasion et si vous aimez le sport, comme moi je suis un passionné de sport, on a vu dans les 10 dernières années une évolution majeure du plus haut, plus vite, plus fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un meilleur matériel, ça veut dire des meilleurs entraînements, une meilleure préparation, potentiellement du dopage, passer en dessous les règles et modifier les règles pour être encore meilleur. Et ça, c'est ce qu'on a vu dans les 10 dernières années. Je travaille dans la cyber depuis une vingtaine d'années. Au départ, on avait quelques actualités qui venaient toutes les semaines, tous les mois, sur des attaques étatiques, sur des attaques criminelles. Aujourd'hui, je pense qu'on a une actualité toutes les 3 minutes sur un nouveau sujet de fuite d'informations, d'attaques sur des environnements industriels, de nouveaux concepts de protection ou de sécurité. Et donc, on voit cette accélération. Et clairement, ce qu'on observe, c'est que dans les 10 prochaines années, on ne va faire que d'aller de plus en plus vite. Et je pense que c'est vraiment l'élément majeur pour moi, c'est le côté exponentiel de l'ensemble des actions qui vont toucher la sécurité. Pascal en parlait tout à l'heure sur la polarisation du monde, sur la géopolitique, sur tout ce qui peut se passer dans l'actualité, qu'elle soit technologique ou politique. Je pense qu'on verra exactement la même chose d'un point de vue cyber. La bonne nouvelle, parce que je pense que très souvent on est plutôt du côté négatif de la chose, on voit vraiment le côté attaquant de l'élément de la discussion. La bonne nouvelle, en fait, c'est qu'on a aussi
maintenant un moment stratégique de prise d'avantage de la défense. On a la capacité à travailler sur les nouveaux modèles, que ce soit l'incorporation de l'intelligence artificielle, que ce soit l'intégration de serveurs MCP, multi-contexte protocol, pour les gens qui touchent un petit peu à tous ces domaines-là. On a énormément de possibilités d'automatisation, d'amélioration de la défense, et on a un moment dans le monde dans lequel on va pouvoir prendre un avantage. Les attaquants vont continuer eux aussi à utiliser et à essayer d'aller plus vite que les défenseurs, mais la réalité c'est que lorsqu'on est attaquant, on peut, alors j'utilise un terme un peu galvaudé, mais on peut cramer une seule fois son attaque. C'est un petit peu comme une attaque Pokémon quand on joue avec des cartes Pokémon. Vous n'avez qu'une occasion de l'utiliser et ensuite vous n'avez plus de bonus. Le défenseur, lui, il peut réutiliser son savoir-faire pour s'améliorer et se protéger. Et donc aujourd'hui, quand on regarde un petit peu la manière dont on travaille sur les sujets à travers Google Mendiant, on a trois grands leitmotivs. Le premier, c'est l'intelligence, et l'intelligence au sens renseignement du terme, être capable de bien comprendre l'écosystème dans lequel on évolue, l'écosystème dans lequel évoluent nos attaquants et les personnes qui nous visent ou visent nos clients. Donc ça, c'est vraiment un élément majeur pour comprendre comment pallier à ces attaques. Le deuxième élément aujourd'hui, c'est toute la donnée accessible à un endroit pour pouvoir la manipuler. Et il y a un vrai sujet de la qualité de la donnée dans tous les sujets d'IA, dans tous les sujets de sécurité. Si on a de la mauvaise data, on a des mauvais résultats. Et le dernier élément qui est l'élément de l'automatisation, comment automatiser ou augmenter l'humain pour aller de plus en plus vite. Donc c'est vraiment ces sujets-là où on revient sur ce plus haut, plus vite, plus fort que je donnais en introduction sur la partie sportive. Merci beaucoup David pour cette présentation, en plus très imagée. Alors maintenant qu'on a refait un petit focus technologique, je voudrais qu'on s'élève un petit peu et Amiral, qu'on parle un peu de géopolitique. Parce qu'on vit des bouleversements très forts, on sait qu'on vit déjà un désalignement transatlantique qu'on aurait pu ou qu'on aurait peut-être dû voir venir. Aujourd'hui, Amiral, quel changement majeur on vit et qu'est-ce qu'on devrait mettre en place pour tous les 10 ans à venir pour sortir de cette situation d'affaiblissement ? Moi, je n'ai pas de boule de cristal, parce que je reviens un peu sur mon expérience. Tous les 6 mois, j'ai vu, quand j'étais en responsabilité, des petites ruptures, des ruptures tous les 6 mois. Donc il y a qu'on amené tous les 6 mois à se reposer des questions. Et si je suis d'accord avec ce que mon voisin gauche a dit, plus vite, plus haut, plus fort, oui, toujours plus vite, plus haut, plus fort. Mais il ne faut pas oublier qu'un attaquant, il vous observe. Et l'attaquant, pour moi, a toujours l'avantage. C'est vrai, la défense, on peut la renforcer, on peut l'automatiser. Elle va suivre. Mais l'attaquant, il innove. Et puis ce que l'on voit aujourd'hui, c'est des attaques de plus en plus globales et des attaques de plus en plus venant de l'étatique qui se cachent. Il ne faut pas oublier quand même, quand on est dans un monde qui est de plus en plus incertain, où on voit les conflits de toutes sortes qui se rapprochent, on voit les clivages, comme l'a dit Pascal, au sein de nos cultures, de nos populations, on voit l'évolution qui est quand même effrayante de notre allié américain, qui en l'espace de, je sais plus, de 10 ans, il y a une dizaine d'années que ça a commencé à bouger parce que Trump n'est pas arrivé sur rien. Il y a une doctrine derrière, il y a toute une société qui est en train d'évoluer. Et c'est quand même une évolution qui est complètement folle, où vous avez eu QAnon en 2017 et aujourd'hui vous avez une doctrine avec une alliance avec la Silicon Valley qui est quand même assez effrayante et qui est en rupture très profonde avec toutes les valeurs qu'ont fondé le monde occidental et en particulier le monde européen. Donc c'est dans ce monde-là où on voit un monde où on voit que notre grand allié devient une sorte d'oligarchie avec des chasses aux sorcières tous les jours. Lisez une grande revue là, géopolitique qui s'appelle Le Grand Continent depuis des années. Il y a des articles sur ce sujet-là. Ça fait peur. Et puis comment on remet à plat toutes les alliances qui datent du début du XXe siècle en peu de temps. Donc ça veut dire que pour les États, pour l'Europe, on est devant une espèce de grand questionnement. Comment on reconstruit tout ça? Avec qui? Et puis avec une question de fond, quels sont ceux qui ont un destin commun avec nous? Parce qu'on ne bâtit bien qu'avec des gens qui ont un destin commun. Je suis désolé, j'aime bien beaucoup mes camarades américains et Google. Je n'ai aucun destin commun avec Google, sinon partagé par endroits des affaires. Et puis le jour où il y aura un décret présidentiel, les données que vous mettez chez Google, et Google peut vous dire ce qu'il veut, elles seront à disposition, ils le sont déjà du FBI, de la NSA ou d'autres. Donc ça, il faut quand même en le savoir. Est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est pas grave? C'est à chaque entité de répondre. Mais on est dans un monde qui est de plus en plus et totalement fragmenté.
que faire dans un monde comme ça? Bah, faut se préparer à l'incertitude. Préparer à l'incertitude, je sais ce que je vois, mais je ne sais pas tout ce que je vois pas. Et quand on a affaire à des États qui vont aller perturber le monde occidental, les Russes, depuis quand on est vieux, qu'on a navigué comme moi dans les années 80, le harcèlement avec les camarades russes, ça faisait partie du jeu quotidien. Donc aujourd'hui, les Russes vont nous harceler. Ils vont pas harceler le ministère des Armées. Ça n'a pas d'intérêt. Par contre, ils vont harceler les compagnies aériennes, pas comme par hasard. On a vu qu'une compagnie aérienne ne fonctionnait plus ce week-end. Ils vont harceler les transports de gaz et de pétrole. Ils vont harceler. Donc, typiquement, le domaine cyber, c'est un domaine où on mène une guerre en dessous d'un seuil de violence et où on va l'attaquer ceux qui fragilisent. On va attaquer tout ce qui va perdre de la légitimité à l'État français, à notre organisation, à nos OIV. On va l'attaquer nos personnalités politiques, on va attaquer Macron, on va attaquer Jean-Paul ou d'autres. Moi, ceux qui sont... Donc, c'est ça le monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui est un monde de très forte conflictualité. Et là-dedans, il faut savoir quels sont ceux avec qui on a une communauté de destin pour bâtir des choses ensemble. Puis deuxième chose, si les grandes entreprises en France ont bien réagi depuis les années 2010, pour faire simple, ont mis en place des dispositifs et ainsi de suite, on a quand même, je ne sais pas, 3 millions de PME, ça doit être le chiffre, je dis pas de bêtises. Et là, le niveau de sécurité, il est quand même, bien dans beaucoup de cas, totalement affligeant. Et je ne passe pas les hôpitaux et je passe les communautés territoriales. Donc on a quand même un défi qui est immense à relever parce qu'on a une grande fragilité. La richesse de l'économie française, c'est quand même les PME. Il y a les grands groupes, bien sûr, mais les PME. Voilà. Donc que faire? Se préparer à l'incertitude, ça veut dire s'entraîner, ça veut dire se former. Ça veut dire que tous les relais institutionnels, les régions, les départements, les CPME, les associations ont un rôle de sensibilisation aussi, que rien n'est perdu. Comme Jean-Noël l'a dit tout à l'heure, on a des entreprises qui sont assez extraordinaires, mais maintenant, il faut les comprendre que ces entreprises-là ont la même communauté de destin que nous et que les grands groupes, pas forcément. Mais il faut arriver à trouver son chemin. Ça s'appelle l'autonomie stratégique. Merci Amiral. Ben justement, merci pour la transition. Jean-Noël, sur une question qui vaut le coup de s'arrêter, vous êtes un industriel de la tech, un industriel de la cyber, et en miroir un peu de ce que vient de décrire l'Amiral sur la situation géopolitique, où est-ce qu'on en est de notre positionnement industriel? Quel levier activer pour quels objectifs à 5-10 ans? Alors, je vais essayer de ne pas faire de redite par rapport à ce qui a été brillamment dit par les gens qui ont précédé. Mais c'est vrai que j'aime bien ce que disait Pascal tout à l'heure. Moi, ce qui m'empêche de dormir, c'est ce que je ne vois pas finalement. Bon, donc, Saint-Exupéry disait « l'essentiel est invisible pour les yeux ». Voilà, en fait, l'essentiel, ce pourquoi on vit, ce à quoi on pense. Après, c'est vrai que dans la Silicon Valley, on veut rendre l'homme immortel. Et c'est une idée qu'on véhicule à travers le numérique et à travers la tech en général. Et on brûle cette planète pour pouvoir vivre plus longtemps en dehors des règles. Et pour ça, en fait, le produit, c'est nous. En fait, hein. Pour arriver à ce que certains puissent faire ça, le produit, c'est nous. Et donc, toute notre économie numérique repose aujourd'hui là-dessus, finalement. Une forme de dérégulation, de débridation totale. Et moi, ma problématique, puisque l'essentiel est invisible pour les yeux, et je me pose la question de l'invisible, c'est je me dis, mais où est-ce que ça va tout ça? Et moi, l'immortalité, mon immortalité à moi, c'est mes enfants, et mes enfants qui auront des enfants, etc. etc. C'est comme ça, mon immortalité. Donc moi, je me pose la question de ce que je vais laisser à mes enfants, et de ce qu'ils vont faire demain. Et moi, je ne veux pas d'un monde où on pompe nos données comme on le fait aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que je me bats pour une industrie. Je pense que dans le numérique, on n'a aucun problème à innover. On est au top de l'innovation. Des défenses, des protections, on en trouvera toujours. Toujours, on s'adaptera. Comme le disait l'amiral Coustillère, oui, on s'adaptera, on en trouvera, etc. En revanche, on a quand même le choix de ce dans quoi on s'engage, ce dans quoi on investit et avec qui on le fait. Et on ne peut pas dire que c'est uniquement une course technologie, une course à la plateformisation, etc. etc. Ça n'est pas que ça. Donc moi, en fait, la souveraineté, je promeux aujourd'hui une approche souveraine en ce sens que je veux garder, je suis l'héritier des Lumières, de la liberté
l'indépendance humaine et je veux qu'on construise une industrie dans laquelle on est libre et indépendant et on préserve ça. La liberté humaine, la liberté d'expression, la liberté de choix, la liberté de ce dans quoi j'investis. Donc il y a des erreurs qui ont été commises, on ne va pas se le cacher. Aujourd'hui, on est dans un... Il y a eu un rapport très intéressant cette année, il y a eu en 2025, il y a eu aux rencontres numériques de Strasbourg, le CIGREF a délivré un rapport sur l'économie numérique, l'état de notre consommation numérique, de notre modèle numérique européen, et qui nous a factuellement mis sous le nez qu'on achetait 83% de nos produits et services numériques en dehors de l'Europe. Alors que l'Europe est le plus gros marché du monde, la plus grande industrie du monde, certainement une des plus innovantes au monde. Enfin, voilà, on consomme 83% en dehors de l'Europe. Et donc, moi, je prends ça comme étant factuellement une preuve que je suis dépendant de l'extérieur. Et donc, je pense que dans 10 ans, il faut qu'on puisse se dire qu'on a retrouvé notre indépendance. Parce qu'en fait, on a tout ce qu'il faut sous la main. Ok, on n'a pas encore le cloud de Google, des GAFAM, mais aujourd'hui, on l'utilise. Ils ne payent pas une fiscalité qui est très discutable. Il ne devrait pas y avoir de débat sur la taxe Zuckman aujourd'hui, mais sur la taxe GAFAM. C'est-à-dire que là, on en arrive à un truc délirant où on se remet en cause, nous. On remet en cause parce qu'on a besoin de répartir les richesses, etc. Mais en fait, les richesses, elles existent et elles sont en dehors. Donc, quand je choisis cette fois d'aller, je ne sais pas moi, chez Outscale, quand je choisis d'aller chez OVH Cloud, quand je choisis de mettre mes ressources cloud ailleurs, quand moi, éditeur de logiciels de cyber, je vais fabriquer un nouveau service avec de l'intelligence artificielle ou un service post-quantique et que je vais l'héberger en dehors d'un GAFAM, je prépare un futur meilleur, un futur plus souverain. Et donc moi, je pense qu'il faut que l'on fasse ce que j'appelle le renouveau numérique. Alors c'est une idée aujourd'hui. Quand on voit qu'on consomme 83% en dehors d'Europe, ça reste une idée. Mais moi, je le dis, aujourd'hui, il faut qu'on récupère des points de souveraineté, il faut qu'on réinvestisse dans des ressources numériques, dans des ressources cloud, dans la cyber française, européenne. Il faut qu'on réinvestisse dans le post-quantique européen. Il faut qu'on investisse dans notre intelligence artificielle européenne pour plateformiser nos usages numériques selon notre destin et selon notre identité, non pas numérique, mais humaine. Et il faut que notre identité numérique garde les valeurs de notre identité humaine et notre différenciation, celle de la liberté. Liberté des données personnelles, liberté des données industrielles. Donc moi, dans 10 ans, j'espère que toute notre industrie, toutes nos start-up, nos PME, nos intégrateurs dans le domaine du numérique, de la tech, vont travailler entre eux, construire des chaînes de valeur et faire en sorte qu'on soit de plus en plus innovant pour offrir des systèmes, des plateformes qui vont permettre à Airbus de mieux gérer son information et de mieux anticiper les risques et les menaces, de maintenir en conditions opérationnelles. Et je rajouterai à ce qui a été dit par Arnaud Coustillère tout à l'heure, ce dont on a besoin pour ça aussi, c'est de confiance. Stop le bashing. Stop ceux qui disent qu'on ne peut pas s'équiper avec des produits et des services numériques français, européens. Ils existent, ils marchent. Moi, je suis à la tête d'une entreprise qui a 3700 clients dans le monde. Ok, c'est pas Palo Alto encore, mais j'ai 3700 clients dans le monde, j'ai des millions d'utilisateurs, je travaille avec toutes les administrations, les grands groupes du CAC 40, du SBF 120, du Fortune 500, des collectivités locales, des établissements de santé, etc., etc. Donc, ça marche, nos produits sont utilisés par des millions de gens, il faut la confiance. Et la confiance, elle n'est pas chez des gens qui, culturellement, ou en tous les cas, idéologiquement, n'ont plus tout à fait les mêmes idées que les nôtres, parce qu'aujourd'hui, quand je regarde un discours de Trump, à vrai dire, je comprends très bien le pragmatisme, je ne suis pas forcément en accord avec l'endroit où ça veut aller. Et donc, au nom de ça, je veux pouvoir choisir. Donc, choisissons, tant qu'il est temps, l'informatique que nous voulons utiliser demain et ce à quoi elle va servir. Le défi climatique, il se fera si notre intelligence artificielle se penche dessus. Si elle est utilisée pour faire uniquement de la crypto-monnaie,
je doute qu'on soit intéressé par le changement climatique. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est beaucoup d'idées fondamentales du monde naissent dans les choix que nous faisons de faire du numérique et de l'innovation aujourd'hui l'industrie que nous utiliserons demain pour parvenir à continuer à nous développer en tant qu'humains. Merci Jean-Noël, c'était très clair et plein de convictions. Donc merci pour ce discours de conviction. Ce qui est intéressant sur les 3 premières interventions, en effet, on sait la volonté qu'on a en Europe de rééquilibrer les échanges autour de la cyber et du numérique avec les concurrents étrangers qui nous mettent sous une forme de domination. Je vais repasser la parole à David. Justement, tu disais Jean-Noël, tu parlais de confiance. Dans les enjeux, il y a l'IA de confiance. On dit souvent que sur le cloud, on a peut-être un peu perdu la partie. Sur l'IA de confiance, c'est un enjeu. Et justement, je passe volontairement la parole à David. Côté Google, qu'est-ce que vous envisagez de mettre en œuvre sur la sécurisation de l'IA? La sécurisation de l'IA étant un critère d'achat et d'adoption de l'IA. Qu'est-ce que vous allez faire pour vos clients européens? Qu'est-ce que vous proposez? Je vais donner plusieurs exemples, mais je vais continuer un petit peu sur le sport. Je savais que j'allais avoir l'impression d'être un footballeur à un dîner de rugbyman, mais c'est pas très grave. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je m'y attendais et j'avais pas trop de doutes sur le fait que je connaisse très bien Arnaud et les autres personnes. En fait, globalement, je vais d'abord traiter l'IA et puis après j'essaierai d'aller dans d'autres sujets si jamais on a un petit peu de temps. Mais sur l'IA, globalement, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. C'est une question aussi de confiance, de transparence. Donc aujourd'hui, on a plusieurs activités possibles. On a l'activité du développement de l'intelligence artificielle que l'on met à disposition de nos clients, de nos partenaires et qui peuvent l'utiliser pour développer des technologies. Mais on a beaucoup travaillé sur la partie Google Cloud Security qui est un petit peu particulière puisque mon entité en fait est complètement indépendante des technologies Google en tant que telles, puisque nous, on a des activités qui sont agnostiques. On part du principe que les attaquants sont agnostiques, donc on est agnostique dans les technologies qu'on met au marché et dans l'accompagnement que l'on va faire de nos clients. Et on a travaillé notamment beaucoup sur les standards ou les cadres normatifs ou normatifs techniques, puisqu'il n'y a pas de législation derrière, sur l'intelligence artificielle. Donc typiquement, pour les gens qui ont un intérêt à aller regarder un petit peu dans le détail, on a mis à disposition un framework, donc un cadre en français, qui s'appelle SAIF, Secure AI Framework, qui donne les grandes conditions et les grandes directions de sécurisation de l'IA, de la conception hardware jusqu'à l'utilisation applicative, sans parler de technologie. À aucun moment on met en place une technologie ou une autre, on est juste dans l'idée de pouvoir présenter quels sont les risques et les contre-mesures possibles à chacune des étapes, que ce soit par le chiffrement, par la sécurisation des données d'entraînement, par la sécurisation des prompts d'utilisation à l'entrée et à la sortie. Mais l'idée, en fait, c'est de concevoir un framework complet qui permet de donner un guide, quel que soit le type d'IA que l'on développe. Encore une fois, on ne parle pas obligatoirement de l'IA de Google, on ne parle pas que de Gemini, on parle de tout type d'IA. Si vous développez une IA chez vous, quelles seraient les étapes et la matrice de protection à mettre en place pour que l'IA soit le plus sécurisée possible, ou en tout cas apporte un certain nombre de garde-fous aux différentes étapes de l'utilisation de celle-ci. Merci David. Alors maintenant, on va un petit peu changer d'univers. Christophe, vous êtes directeur général d'une société de conseil qui est connue. On vient parler d'IA qui est à la fois un enjeu économique majeur et une vraie réponse à beaucoup de choses. On sait qu'on surestime toujours une technologie à court terme et qu'on la sous-estime tout autant à long terme. Pour vous, quel sera l'impact réel de l'IA sur l'activité qui est quand même très marquée humainement du conseil par le côté humain? Alors déjà, je ne suis pas d'accord avec David. Ce n'est pas une grande semaine de sport puisque le Stade Toulousain a perdu avec le plus gros écart de points depuis 4 ans et demi samedi soir. Je ferme la parenthèse. C'est pas une belle semaine. Trêve de plaisanterie. Avant de regarder dans 10 ans, je pense qu'il faut déjà revenir aux fondamentaux. Il y a des choses qui ne vont pas bouger. À savoir, on va toujours avoir une analyse sur qu'est-ce qu'il faut qu'on protège, de quoi, ça ne changera jamais. Il y a toujours un jeu du chat et de la souris, il y aura toujours des attaquants, des défenseurs. Et le débat va toujours être de détecter vite, contenir vite et pouvoir continuer et reprendre une activité. Donc ça, je pense que les fondamentaux ne changeront pas dans 10 ans. Après, ce qui va changer, c'est qu'en effet, il y a l'IA qui est là et qui va aider à aller tout le monde, soit les attaquants ou soit les défenseurs, à aller plus vite, à faire mieux, à faire différemment
à faire peut-être plus complexe. Et c'est ça qu'il va falloir prendre en compte. Et je pense que l'IA, enfin, je sais pas que je pense, l'IA n'innove pas. La fonctionnalité de base d'une IA, c'est pas d'innover. Et c'est là où l'humain, et la place de l'humain, et la place de gens qui font de l'audit, du conseil, ou qui sont en responsabilité dans les entreprises, ne va pas changer et sera toujours là pour prendre de la hauteur, prendre du recul, voir différemment, s'adapter à un contexte industriel, un contexte géopolitique, etc., qui fait que ce sera l'humain qui aura la place centrale et qui sera certes accompagné à l'IA, qui va lui donner des éléments de prise de décision, mais la décision finale restera sur l'humain, qui va amener, on l'a dit je crois plusieurs fois, un gage de confiance en prenant en compte les sujets notamment de souveraineté, en suivant du contexte de chacun, souveraineté d'ailleurs qui ne sera pas que technologique, qui peut être humaine et organisationnelle. Donc elle peut avoir des avantages dans les contextes qu'a évoqué Pascal tout à l'heure, où géographiquement, on a un problème à un instant T, il faut qu'on bascule en Inde. Est-ce que derrière, ça ne mène pas des sujets de souveraineté au sens de sécurité? J'ouvre des éléments de mon SOC dans un autre pays, mais des fois c'est nécessaire, on l'a vu. Il y a des enjeux aussi financiers, où on se rend compte que la souveraineté, on peut avoir des sociétés qui vont rendre des prestations en France, où on achète une prestation en France, mais qui peut être réalisée, parce que la mondialisation fait des sociétés, fait que la réalisation de la prestation peut être aussi sous-traitée à l'étranger. Donc c'est aussi un paramètre à prendre en compte qui est important, mais au final, l'humain restera central. L'innovation, la prise de décision, la hauteur de vue, ça restera sur l'humain. Merci Christophe. Alors moi je voudrais revenir quand même sur un sujet, là je pense aux 3 premières interventions. Si on revient sur justement ces histoires de créer quelque part un marché du numérique de confiance un peu unique qui protégerait nos champions de la cyber, on a tous eu on a tous entendu parler des mauvaises nouvelles concernant Tetris il n'y a pas très longtemps, qui est un de nos champions et qui vit une période un petit peu difficile. On sait que l'Europe c'est une alliance où doivent coopérer les États et les entreprises. Amiral, quel constat vous faites au niveau des champions, là, les fameux champions qu'on doit faire émerger? Quel constat vous faites sur la méthode de développement de ces champions existants ou à venir sur un marché qui est fragmenté aujourd'hui, qu'il faut défragmenter? Et quel changement apporter pour avoir des vrais champions? Je pense que Jean-Noël complétera oui, voilà, c'est pour tous les deux. Moi, le regard que j'ai, je l'ai quitté depuis 5 ans, je fais beaucoup d'accompagnement en ce moment, c'est que on a une grosse difficulté à faire passer nos entreprises à l'échelle. On voit que les entreprises ont pu lever de l'argent très facilement. Donc vous avez, moi je travaille pour le fonds Tikeo, qui est le fonds souverain, Brienne 3, Brienne 4, qui a commencé à faire des levées. On a des choses comme Cyberbooster qui sont accompagnées, Auriga Capital. Donc trouver de l'argent, ça a été relativement facile jusqu'à il y a 18 mois à peu près. Mais beaucoup de sociétés ont une démarche de croissance très rapide et ont eu probablement un style de vie et une style de vie au-delà de leur capacité, en se disant j'arriverai toujours à lever de l'argent, sauf que une crise est arrivée, et que là il y a une remise à plat un petit peu des choses. Donc celles qui ont été moi je vois celles qui ont des périmètres larges s'en sortent mieux que celles qui ont des périmètres un peu plus verticaux. Ce qu'on peut regretter, c'est que beaucoup d'entreprises n'ont pas réussi à s'entendre. Il y a des initiatives comme OpenXDR qui permettaient de faire une offre. Enfin, parce que quand on est RSSI, dans un groupe de taille moyen, on n'a pas les capacités de prendre un petit morceau de Tetris, un petit morceau d'Afang, un petit morceau de Walix, un petit morceau de Gatewatcher, un petit morceau de Pradeo, puis de faire son assemblage pour avoir une offre. Donc il manque ça a manqué. Et ça manque toujours pour arriver à faire une offre nationale large qui soit coordonnée pour que ce ne soit pas les RSSI qui soient obligés de faire ces choix. Donc, des intégrateurs, il y a eu des tentatives, ça n'a pas tout à fait marché. Donc ça, moi, ça me paraît le premier élément. Deuxième chose, on voit aussi qu'on a des rapports un peu difficiles avec nos camarades allemands. Moi je préfère plutôt que parler de Tetris qui a une histoire un peu chahutée, je préfère qu'on parle de Veid. L'aventure Veid, rachetée par Hornet, qui 6 mois après est revendue à une société américaine, à Proofpoint. Ça me heurte très profondément, puisqu'on a une société qui a été en difficulté face à un concurrent américain, qui s'en est sorti, qui a ressorti la tête, qui était productif, qui s'est associé avec un Allemand. Donc tout le monde a dit bravo, super, ça fait un super champion européen. Même pas 6 mois après, ça s'est racheté. Donc il y a une espèce de jeu. Il est évident que les gens pas de Veid, mais de l'allemand, de Hornet,
avaient ça en tête. Ils étaient prêts à se vendre. Ça, c'est un truc comme ça ne se fait pas en 10 minutes. Et puis, quand on voit le fric qu'ils ont dépensé au FIC la dernière fois, voilà. Et donc, le fait qu'en Europe, on ait un tissu industriel français avec beaucoup de PME, et quand on voit le tissu industriel allemand, c'est des ETI, donc ça nous fragilise aussi. Donc je pense que ça, c'est des combats qu'on essaie de mener, qu'on va essayer, de nous, Pôle d'Excellence Cyber, de davantage monter au niveau de l'Union européenne avec l'équipe, la filière de confiance, l'équipe de France, dans laquelle tu es aussi, pour faire en sorte que nous, le cas français, qu'on trouve des PME, qu'on regarde davantage au niveau européen les PME. La deuxième chose, bien sûr, c'est sensibiliser pour qu'il y ait des cadres qui fasse en sorte que l'État crée un marché. Moi, je pense que l'État ne doit arrêter de faire des subventions. La subvention, ça me paraît nocif. Je vois tous les gens qui courent après France 2030. Ah putain, c'est génial, j'ai eu un petit truc en France 2030, j'ai développé un service. Ok, c'est très bien, tu as développé un service, mais il n'y a pas de client. Donc, tu as vu voter pendant 2 ans, tu as fait un super produit, il n'y a pas de client. Et l'autre chose que moi, je vois beaucoup dans les sociétés que j'approche, on a des super solutions techniques. Ah, génial, il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas de marché. Et le marché vient après. Donc là, c'est là où ça devient difficile, plus le passage à l'échelle. Oui, voilà. Donc moi, je fais un bilan assez pas négatif, mais assez en demi-teinte de l'état actuel des PME cyber françaises, où il y en a quand même pas mal qui sont pas en difficulté, mais qui sont en difficulté. Voilà, donc je ne sais pas ce que tu veux raconter. Non, mais c'est vrai qu'il y en a aujourd'hui, il y a une 30-35 sociétés en France qui ont levé des fonds depuis 5 ans, on va dire, entre 5-10 millions et 70 millions. Et il y a un enjeu, c'est de les refinancer en fait. Parce que le problème quand vous levez des fonds, moi j'ai levé beaucoup de fonds dans ma vie. En fait, un entrepreneur, il fait quoi? Il lève des fonds et il va chercher des clients. Il passe sa vie à ça. Alors en plus, quand on est un peu technophile, on développe au début, puis après on a moins le temps de le faire. Mais c'est ça la vie d'un entrepreneur. La difficulté là, c'est que ces 25-30 sociétés, qui sont toutes assez connues, Tetris en est une, mais il y en a plein d'autres, plein d'autres, elles doivent donc se refinancer. Et aujourd'hui, on a des fonds d'investissement qui vont être, eux, dans une tactique qui est de bridge and sell, on dit. Bridge and sell. Bridge, ça veut dire qu'on va bridger, on va mettre les fonds qu'il faut pour les ramener à l'équilibre. Et ensuite, sell, ça veut dire qu'on va les vendre parce que le fonds doit retrouver son argent. L'argent qu'il a investi dans la boîte. Donc on ne va pas se le cacher. Je le dis ici, je ne suis pas un devin, mais dans 10 ans, sur ces 25-30 sociétés, il en restera 3 ou 4. Voilà. Lesquelles? Celles qui auront réussi à consolider, celles qui auront réussi à trouver les investissements nécessaires pour passer à l'échelle, avec les fonds d'investissement qu'il faut. Donc là aussi, on ne va pas se le cacher. Aujourd'hui, il n'y a pas les fonds d'investissement en France, ou en tous les cas, les fonds d'investissement qui existent en France et qui devraient investir dans la révolution numérique, ils existent. Vous allez sur le site France 2030, ou vous allez sur le site des fonds Tibi du ministère de l'économie, et vous verrez, il y a une citation de Bruno Le Maire qui a sauvé la France grâce à la finance. Et Bruno Le Maire, il le dit, les fonds Tibi, 13 milliards et demi, vont servir à financer nos technologies de rupture, notre IA, etc., nos sociétés qui se développent là-dedans. En pratique, ces fonds n'arrivent pas dans nos PME à nous. Donc ils vont dans l'intelligence artificielle, mais je pense qu'ils vont plus dans l'intelligence artificielle de Google que dans la nôtre. Donc on a un problème de financement, et oui, il va falloir mettre de l'argent dans celles qui vont devenir les champions. Donc ça, c'est un enjeu pour des sociétés. Moi, je suis à la tête d'une société qui commence à faire une certaine taille, qui a un challenge à l'international et de consolidation. Je vois bien qu'en face de moi, les fonds d'investissement qui peuvent financer les étapes suivantes, ce sont des fonds anglo-saxons, des fonds américains. Donc il ne faut pas faire d'anti-américanisme, parce que peut-être que notre souveraineté, on la construira avec les Américains. Donc il faut bien avoir ça en tête. Et le troisième, il ne faut pas insulter l'avenir. Troisième chose, on a besoin de clients. En fait, ce que dit Arnaud est clé. Pour que nos sociétés grandissent, nous avons besoin de la confiance des clients. Et nous avons un défi devant nous en cyber et dans le numérique. Nous avons un défi là qui arrive. C'est en ce moment même, on est en train de transposer une loi, qui est une directive européenne qui s'appelle NIS 2, qui va nous amener à créer un numérique résilient.
Un numérique résilient, donc qui résiste aux attaques, qui gère la crise, qui a des plans de continuité d'activité, dans lesquels on surveille les réseaux, on fait de la sensibilisation, on déploie des architectures qui résistent aux cyberattaques, et on va faire en sorte, en plus comme on est en contexte de guerre, de le déployer rapidement dans tout ce qu'on appelle les opérateurs de services essentiels ou de services importants. Il y en a 15 000 en France, il y en a 26 000 en Allemagne, il y en a 150 000 en Europe. Ça, c'est un marché potentiel énorme pour nos entreprises, pour notre industrie, et c'est un enjeu pour toutes les entreprises, pour les utilisateurs et pour tous ceux qui utilisent les services des entreprises. Donc, moi, je le dis aujourd'hui, parce que j'ai suivi évidemment ce projet de loi de très très près. On a travaillé avec les députés, avec les sénateurs. Je pense qu'on a aussi rendez-vous avec notre souveraineté quelque part. Donc, je le dis, l'investissement dans NIS 2 doit nous servir, peut nous servir à reprendre des points d'autonomie numérique et de souveraineté numérique. Donc, tout ce que vous allez investir dans des solutions qui vont vous permettre, ou dans des services qui vont vous permettre d'être plus résilients demain, si vous pouvez l'investir en priorité dans des sociétés de services locales et dans des solutions qui vont répondre à vos défis en matière de cybersécurité, eh bien faites-le. Parce que les solutions, elles existent, elles sont là. Et si demain, on a 3-4 champions qui émergent, c'est sans doute aussi ceux qui serviront à tous ces utilisateurs, à toutes ces entreprises, à être plus résilientes. Voilà, donc ça, c'est le défi. Et donc nous, dans Exatrust, on a créé tout un tas de supports pour aider, pour diagnostiquer, pour accompagner et pour faire en sorte que vous sachiez trouver. On est en train de travailler aussi avec les RSSI, une association qui s'appelle le CESIN, qui regroupe les RSSI français, pour créer une alternative au Gartner qui présente non pas seulement les leaders mondiaux américains, mais aussi d'autres solutions qui existent, qui sont européennes, qui sont françaises et qui vont servir à répondre à ces défis. Merci Jean-Noël. L'amiral veut complémenter. Oui, juste un complément, c'est que sur les ressources et sur les financements, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a 80 fonds qui ont été approchés par l'État français. On leur demande d'investir dans le domaine de la défense et de la sécurité nationale. Donc des fonds qui sont plutôt dans la fintech, voilà, mais bon, qui représentent quand même un très très important nombre de milliards disponibles. Et ces fonds, en fait, pour une part d'entre eux, ne veulent pas investir dans le pur militaire, donc les fabrications de munitions et ainsi de suite. Par contre, ils vont investir dans tout ce qui touche à la résilience. Donc la cyber en premier lieu, les drones, les machins dans ce genre-là, tout ce qui va être le numérique servant à la résilience de l'État. Typiquement, quand on prend les drones, typiquement SNCF est un gros client des drones pour de la surveillance des voies. Et les armées aussi seront un gros client. Donc la cyber, comme c'est totalement dual, donc là ça va faire probablement des fonds un peu plus disponibles qui est dans des fonds qui n'étaient pas du tout sur les domaines souveraineté et résilience, qui devraient se concrétiser dans les 6 mois à venir. Merci Arnaud. Alors justement, là, dans ce que vous disiez tous les deux, il y avait des mots-clés, il y avait PME, il y avait souveraineté. Maintenant, j'aimerais passer la parole à Pascal pour venir parler de PME à un géant maintenant. Parler de géant et souveraineté. Airbus, bon, c'est un fleuron de l'excellence technologique européenne. Les paroles et les actions d'Airbus sont toujours gardées à la loupe et toujours très attendues. Vous êtes un géant, vous êtes une référence. Si je le prends de façon très large, en quoi un géant comme Airbus peut contribuer à l'autonomie stratégique, à la souveraineté, et dans quelle dimension? Alors, je vais revenir sur ce que disait Jean-Noël, qui est très important. C'est aujourd'hui le pouvoir que l'on a pour devenir plus souverain. Le benchmark d'Airbus, donc le mien, je vais dire, c'est d'avoir poussé, à partir de 2017, une indépendance complète entre la sûreté, ou les RSSI, et la DSI. Il faut absolument qu'il y ait un contre-pouvoir à la DSI aujourd'hui. Je ne cible pas Airbus en particulier, parce que je parle de 2017, mais dans l'ensemble des entreprises françaises, lorsque je discute avec mes homologues, les RSSI, ils me disent tous, tu as bien de la chance. Nous, on dépend de notre DSI, et donc forcément, on n'a pas notre indépendance, notre libre arbitre sur la souveraineté. On est complètement tributaire des choix qui sont faits par la DSI, par le CIO. Pourquoi? Parce que le CIO, très souvent, il va choisir la facilité, les sociétés américaines, les tarifs, au détriment d'une souveraineté. Il faut être conscient, et c'est clair que lorsqu'on fait des choix de souveraineté, il faut être conscient qu'il faut être capable de payer plus pour avoir soit le même niveau de service, soit parfois même dégradé. Mais c'est le prix de la souveraineté.
Et je veux dire, c'est un investissement. Il ne faut pas regarder, il ne faut pas être court-termiste, il faut regarder le futur et se dire que c'est un investissement sur le futur. Et c'est ce que disait Jean-Noël, que je lis entre tes lignes, je sais qu'on en a déjà parlé, mais très important d'avoir ce compte au pouvoir au niveau de la sûreté. Alors Airbus, c'est vrai qu'on est un peu scruté parce qu'on est un grand mastodonte, on fait beaucoup de choses. Il est vrai qu'on a énormément de demandes de PME, de start-up qui viennent nous voir en disant aidez-nous, aidez-nous, mais on en a trop. On en est beaucoup trop. Et quand on va aux assises de la sécurité, quand on va aux filles qui sont tous autour de moi, comme des abeilles autour du miel, ou pour pas dire autre chose, pour me dire Pascal, est-ce qu'on peut te vendre? Et on aimerait bien les faire travailler, mais on aimerait qu'il y ait plus de coopération entre eux parfois pour pouvoir avoir des clusters. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a du mal à avoir à donner une aide à l'ensemble. Et je suis sûr qu'on rate des pépites. Je suis absolument certain, comme disait l'amiral, qu'on a des pépites qui s'éteignent alors qu'on aurait pu les aider à faire éclore. L'ANIS 2 est une loi est une directive qui est importante. Et je suis entièrement d'accord avec Jean-Noël. Elle apporte énormément de choses. Elle donne un éclairage. Le seul reproche que je lui fais, et c'est un reproche qui est générique avec la Commission européenne, c'est de faire une directive et pas une réglementation. Ce qui veut dire qu'elle autorise toutes les nations européennes, les 27 États membres, à faire une transcription locale. Et ça, pour nous, Airbus, où on est présent dans tous les pays européens, on doit être conforme à 27 réglementations différentes, alors qu'elle aurait dû faire 27 réglementations nationales différentes. On aurait une réglementation, et on a été poussé avec Anne Tricot, ma Chief of Staff, on a été à la DG Connect pour voir ceux qui l'ont rédigé en disant s'il vous plaît, la NIS 3, faites une réglementation et non plus une directive, qu'on n'ait qu'un seul modèle européen. Et ça, c'est aussi important sur les financements. Quand on décide de faire un choix d'investissement en France ou en Europe, il faut choisir des poulains, il faut choisir des sociétés. Quand aux États-Unis, ils ont voulu faire de l'IA, la CIA, elle a mis 1 milliard sur Palantir. En Europe, quand on veut faire un cloud, on va distribuer 10 millions par-ci, 20 millions par-là, 30 millions. Choisissez un cheval. Peu importe que ce soit SAP, que ce soit Orange, on en choisit un, on investit autour de lui, il s'alliera avec les bons alliés pour constituer, mais il faut mettre tous les moyens, il faut mettre les moyens forts et non pas saupoudrer. Plus on saupoudre, et plus on se disperse, et plus on fragmente, ce que je disais tout à l'heure. Et donc on arrive à une fragmentation. Donc l'Europe ne nous aide pas en faisant ce saupoudrage à la fois financier et à la fois en matière de directive. Après aussi, ce qui nous coûte beaucoup en Europe aujourd'hui, on fait face à ces 2 voire 3 puissances mondiales. On a des États-Unis qui innovent, qui se foutent des règles, qui disruptent et qui disruptent le monde. On a la Chine qui avance et qui est devenue aujourd'hui un leader technologique et qui impose ses choix un peu partout, etc. Et puis on a une Europe qui surrégule et qui surtaxe. Eh bien, quand on fait le choix, et l'Inde aussi grandit et va arriver très, très vite à ces niveaux de pouvoir économique. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on compare les trois? Le seul qui ne va pas réussir, c'est celui qui est sous le poids des taxes, de la réglementation, et toutes ces entreprises, elles vont mourir si on ne les aide pas. Et donc, et en plus, on les surtaxe. Donc, non seulement elles n'ont pas les financements, mais on les surtaxe. Elles s'étouffent. Alors qu'aux États-Unis, on n'est pas du tout dans ce modèle-là. Et donc, les entreprises se développent dans la Silicon Valley. C'est sûr qu'on a des pépites, mais on a tout autant en France, et j'en suis absolument certain, mais on ne les aide pas. Alors, Airbus fait ce qu'il peut. Hein, on essaye, on fait beaucoup de choses. On a fait aussi des choix. On a choisi Google il y a quelques années. On a choisi Palantir. Mais il faut être conscient des risques. Et il y a des risques. On n'est pas naïf. Quand on me dit Pascal, tu as des chaînes d'assemblage en Chine, tu as choisi Palantir, vous avez tout mis sur les clouds Google ou Amazon. On sait très bien ce qu'on fait. On fait de la classification d'informations. On s'assure que les données sensibles ne sont pas, en fonction des risques, ne sont pas hébergées et traitées là où il ne faut pas. C'est-à-dire que si demain je veux mettre mes données de certification des avions donc contre des attaques chinoises, parce que c'est que eux qui nous attaquent là-dessus, je vais les mettre sur Amazon Web Services, parce que je sais que le niveau de sûreté d'Amazon contre les attaques chinoises, eh bien, il est assez élevé. J'ai même encore plus confiance en Amazon Web Services qu'en mon data center à Hambourg. Voilà, je dis la vérité. Donc voilà. Par contre, si je dois protéger mes données, mes campagnes de vente contre les Américains, je ne mettrai certainement pas ça sur Google.
Voilà, donc parce que je ne les mettrai pas sur Alibaba non plus. Mais je ferai en sorte de mettre sur des plateformes protégées contre. Donc on regarde en fonction du risque et de la menace ce qu'on fait de la formation et on organise et on s'organise autour de ça. Mais c'est vrai, et pour répondre à ta question, très important aujourd'hui de développer la souveraineté. Et nous, en tant que patron de la sûreté, RSSI ou directeur ou Chief Security Officer comme je le suis, on doit être le garant de cette souveraineté, de protéger du protectionnisme. Et donc, pour ça, il faut passer par des entreprises françaises et européennes, malgré les coûts, malgré la perte de performance, mais c'est un engagement et une assurance sur l'avenir. Merci beaucoup, Pascal. Dans ce que tu disais, là, tu parlais, tu concluais sur la notion de risque et de souveraineté. Christophe, je voudrais tourner vers toi. Quand on parle de risque de souveraineté, on parle souvent de risque lié à la dépendance technologique, à la résilience des systèmes d'information. Dans le secteur du conseil, est-ce qu'il y a la même conception? Est-ce qu'il y a un risque de souveraineté dans le secteur du conseil? Oui, complètement. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est par la mondialisation de certaines sociétés de conseil ou de par l'accompagnement des clients qui eux-mêmes sont géographiquement, on ne parle pas que d'Airbus, mais qui sont géographiquement mondiaux. Il a nécessité, au-delà du télétravail qu'on a vu suite au Covid, de pouvoir travailler physiquement avec ses clients. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, je peux avoir un contrat sur le territoire français qui nécessite d'être opéré dans un pays étranger. Et donc, soit je fais appel à une ressource locale, et c'est là où la notion de risque apparaît, parce que j'ai peut-être moins de capacité à analyser le parcours de la personne qui va réaliser la prestation, sachant qu'elle est dans un pays sur lequel je n'ai pas de prise. Alors contrairement à la France, où on a tout un tas de procédures, on fait habiliter une personne morale puis une personne physique, on a moins la même logique dans des pays étrangers. Donc oui, c'est un vrai enjeu. Je ne sais pas comment c'est traité au niveau des grosses entreprises, cette situation, mais c'est un enjeu prégnant. Et je voulais juste rebondir sur ce qu'on a dit juste avant, par rapport aux PME et au sujet de réglementation. On a parlé de Nice 2, on est dans une ville où on parle beaucoup d'aéronautique. Il y a aussi Partaillès. Donc l'ensemble de ces, réglementations, normes, lois qui arrivent, je pense, puisqu'on est aussi dans la prospective des 10 ans, vont tirer vers le haut l'ensemble de la maturité de l'écosystème de la supply chain. Ça fait très longtemps qu'on voit que les attaques viennent aussi de la supply chain. Les grands donneurs d'ordre se sont protégés. Maintenant, le risque, il arrive via l'OT, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, via la supply chain. Et je pense que ces réglementations vont permettre de les tirer vers le haut. De plus en plus, on voit qu'il y a des organisations publiques ou privées, notamment les privés, qui viennent vers des sociétés comme les nôtres pour nous dire, ben voilà, si je veux conserver un marché avec X ou arriver à répondre à un marché avec Y, j'ai la nécessité d'avoir tel niveau de maturité en cyber, sinon je n'ai pas le droit de répondre ou sinon je perds mon marché. Donc aidez-moi à monter en maturité. Donc c'est très positif. Reste la question en suspens qu'on a évoquée précédemment, c'est ok, je veux bien le faire, je comprends ce qu'il faut faire, mais ça nécessite des moyens financiers, entre autres, que moi, petite TPE, petite PME, petite start-up, j'ai pas. Et comment faire pour aider? Donc là, c'est la question. Jean-Noël, je crois que tu as des choses à rajouter sur le sujet. Juste, il y a un sujet qui a été évoqué, puis on est dans une ville industrielle, une ville d'industrie. Oui, il faut se souvenir de ce que disait Thierry Breton quand il était à la Commission européenne. Il disait on a perdu la bataille des données personnelles. Il parlait des réseaux sociaux et des plateformes. Par contre, on doit gagner la bataille des données non personnelles. Et là, quand on parle d'OT security, de security dans l'industrie, dans les chaînes industrielles, les usines, la supply chain, l'accès, le remote access, tout le verdissement, la décarbonation de manière générale qui va interconnecter les algorithmes avec les équipements industriels. Tout ça, c'est le smart building. Moi, c'est un sujet que j'adore. Le smart building, il y a un décret BACS encore européen, champion de la réglementation, qui va demander à ce qu'on mesure l'empreinte carbone de tous nos bâtiments et qu'on soit capable d'améliorer cette empreinte carbone. Tout ça, c'est des enjeux dans lesquels, effectivement, il y a un enjeu de cyber, de sécurité, de résilience qui est très important. Et on l'a vu, un enjeu aussi de réactivité. Quand on a un site qui est inaccessible, il faut basculer sur un autre. Quand on a un service qui est inaccessible, il faut en avoir un autre quelque part pour redémarrer. Enfin voilà, le plan de continuité d'activité. Tout ça, c'est hyper important. Et là, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a des offres, pour le coup, européennes, ultra performantes.
dans l'OT security, on est hyper fort. Parce qu'il y a des entrepreneurs qui viennent de l'INRIA, qui ont investi dans ces sujets-là, et qui ont créé aujourd'hui des pépites qui sont, y compris, remarquées par les plus grands analystes américains qui, en général, ne remarquent qu'eux-mêmes, que leurs copains de la Silicon Valley. Nous avons d'excellents offreurs de solutions pour mettre des sondes, pour surveiller la résilience des usines, pour gérer l'accès distant, pour faire du shadow, on va dire du masquage. Je pense à Snowpack qui est capable de masquer, un peu comme le font les Tor et autres, les serveurs qui sont dans l'OT. Enfin, il y a plein de choses là pour le coup, pour composer, pour organiser la cyber dans l'OT, dans les usines, et dans toute la supply chain des grands groupes. Et là, pour aider, quelque part, Pascal à dormir tranquille. Voilà. Et ça, il faut l'avoir à l'esprit. Il faut essayer de, là, pour le coup, de privilégier nos offres européennes dans lesquelles je ne me fais pas de quoi faire. Là, il y a de quoi faire. Merci Jean-Noël. Alors, avant qu'on passe à la session de questions du public, on a commencé par de la prospective avec ta keynote, Pascal. Je te propose de conclure, toujours dans la prospective. Pour toi, quel sera le changement le plus important à venir dans le secteur de l'aéro, d'Airbus, dans les années à venir? Si tu en choisissais qu'un, sur quoi tu ferais le focus? L'arrivée du quantum et du quantum AI, comme j'ai parlé tout à l'heure, c'est une vraie révolution qui va engendrer des changements conséquents et colossaux, parce qu'il va falloir revoir tous les environnements de cryptographie du groupe qui sont énormes. J'ai dit plus d'1 million de systèmes connectés, 77 000 personal devices. Donc ça, c'est un vrai phénomène. Et puis surtout parce qu'on est en train de construire l'avion de demain. Et l'avion de demain, c'est un avion qui sera... Ça ne sera plus un avion classique. Hein. On est aujourd'hui, en 2025, là où j'étais en 1995, quand on a commencé à construire la 380. La 380, c'était l'avion qui était disruptif. C'était le premier avion qui était hyper connecté, qui embarquait des réseaux IP à bord, alors qu'avant on avait de la RINC et des réseaux classiques avioniques. On avait des serveurs, on avait des routeurs Cisco à bord, on avait des bus CAN, on a du Wi-Fi, on avait du Bluetooth. Ça, on n'avait pas avant. Donc c'était une révolution et il a fallu qu'à ce moment, c'est là où je suis arrivé sur la sûreté des avions. Avant, j'étais en charge de l'intelligence économique. De dire à l'ingénieur en chef et au patron du bureau d'études, attention, ton avion, il faut le faire security per design. Parce que c'est maintenant qu'on va mettre la petite graine qui va nous aider à protéger l'avion. Et je crois que grâce à ça, on n'a jamais eu un seul avion qui a été hacké. Ça, je tiens à le dire, je touche du bois, parce que si je dis ça pour que demain, il y en a un. Depuis, pourtant, les tentatives, on avait 200 attaques par minute sur la 380 quand il était en vol. Et pourtant, on était dans les fin des années 90, début des années 2000. Et donc, c'est grâce à ça qu'on a protégé l'avion, qu'on a mis en place la PKI, chiffré tous les logiciels embarqués, ce qui n'existait pas. Donc, on a bâti des standards. On a été au devant de la réglementation, on a poussé la réglementation qui n'existait pas. La part AIS, quand on en reparle aujourd'hui, c'est notre bébé Airbus. On l'a voulu. À l'époque, on a mis toutes les contraintes de certification sur l'avionneur. On disait arrêtez de nous charger les épaules. Mettez moins de contraintes, moins d'épaisseur, mais par contre distribuez sur toute la chaîne de valeur des sous-traitants, les compagnies aériennes, les aéroports, les Air Navigation Service Providers, les satellites, les sociétés Inmarsat et autres. Il faut mettre une couche homogène partout, plutôt que de tout mettre sur mon dos, parce que moi, l'avion, il est 3 mois chez moi, mais 30 ans en service. Et donc, il faut être absolument conscient que c'est lorsqu'il sera en service. Donc aujourd'hui, on va bâtir l'avion de demain. L'avion de demain, c'est quoi? C'est un système de systèmes. Ça veut dire que ça sera un petit bout connecté dans l'espace. Ça ne sera plus une plateforme autonome qui va naviguer. On va connecter l'avion à des satellites, à des systèmes sol. Il y aura de l'intelligence artificielle, il n'y aura peut-être plus qu'un seul pilote à bord. On va se baser sur des clouds et même l'aéronautique militaire, Arnaud ne me contredira pas, sera basée sur des combats cloud. Le FCAS dont on parle dans le futur avion de combat, sera un avion qui sera hyper connecté sur différents réseaux, etc. Donc il faut bâtir cet avion. Et pour lesquels il faut faire face à la menace de demain. C'est très compliqué. Chez Airbus, on n'a plus fait d'avion depuis 15 ans. Il faut être réaliste. On n'a plus fait une architecture d'avion depuis 15 ans. On ne fait que de l'incremental développement depuis 15 ans. On fait des modifications, des améliorations. Mais le dernier avion, c'est le 350. Et la 350, il était fait il y a 15 ans. Et donc là, il faut revoir comment les architectes et comment nous, ce qu'on appelle dans mon domaine de la sûreté, les urbanistes, c'est-à-dire ceux qui pensent
de façon générale, comme dans une ville, il y a les architectes qui vont faire des bâtiments, il y en a d'autres qui vont faire des routes, il y en a qui vont faire les alimentations d'eau, etc. Mais l'urbaniste, lui, il va penser le global. Donc aujourd'hui, c'est penser l'urbanisme de demain, de nos avions, qui seront hyper connectés. On aura des changements colossaux d'ici là, parce que l'avion du futur, il arrivera en 2040, à peu près par là. Et donc, il faut être conscient des futures menaces. Donc, c'est dès à présent préparer un avion qui fera face à des menaces dont on n'a pas encore anticipé aujourd'hui parce que ça évolue tellement vite que malgré tout ce que je vous ai dit ce matin, on ne sait pas encore ce qui peut nous arriver demain. Merci beaucoup Pascal pour cette conclusion. Alors je vous propose qu'on passe aux questions, qu'on les applaudisse parce qu'ils ont été vraiment super bons. Bravo à vous. Merci. Bon, alors une seule question du public. C'est Ludovic qui choisit. Je n'ai pas de problème. Alors je vais faire la question qui gratte, comme ça va pouvoir relancer. Merci pour la présentation et toute la matinée qui est vraiment captivante et passionnante. Malheureusement, je suis déçu parce qu'on parle, la question c'était dans 10 ans. Et dans 10 ans, je suis désolé, mais vous êtes des sociétés, vous vendez des produits. Et le futur, c'est quand même dans les laboratoires de recherche. Et sur le panel, en tous les cas, il a été voté, en tous les cas évoqué sur les sujets de quantum, mais il y a des projets de recherche et des laboratoires de recherche et des investissements, et on voit que ça diminue, et même vos sociétés ont du mal à aller investir en collaboration avec les laboratoires de recherche pour préparer soit le coup d'après, ou en tous les cas pour expérimenter ce qui est l'attaque et la défense à mettre de demain, et comment vous voyez ces choses-là et ces investissements aussi dans la recherche publique. Ah, la technique nous trahit. Non. Alors, je me permets, je suis désolé de vous contredire. Je pense qu'on est dans un pays qui n'a pas de problème avec sa recherche. Au contraire, on a une recherche. On travaille énormément avec Bruno Spertis, avec Antoine Petit, donc le patron de l'INRIA, le patron du CNRS, avec la patronne du CEA. On travaille énormément à interconnecter la recherche avec l'entreprise. On a fait énormément de progrès dans le transfert de technologies. On a créé des campus cyber dans toutes les régions. Il y en a probablement un ici. Il y en a dans toutes les régions dans lesquelles cohabitent des établissements de recherche avec des PME, avec des grands groupes. D'ailleurs, en Bretagne, a été pionnier. La Bretagne a été pionnier là-dedans. Nous, on est installés au Cyberplace. On travaille avec l'écosystème localement. Donc non, il y a une très bonne interconnexion. Il y a beaucoup d'investissements dans la recherche en France. Donc on n'a pas de problème, je crois, à anticiper l'avenir. On a parlé du défi post-quantique dans l'IA, dans beaucoup de domaines de la cyber. On est très performant. L'intégration de l'IA dans la cyber, on est ultra performant. Donc je crois, non, moi je ne me fais pas de soucis là-dessus. En revanche, là où je me fais plus un petit souci, c'est dans la capacité de la recherche à devenir une réalité industrielle. Voilà, donc pour moi, c'est ça le sujet. C'est là-dessus qu'est le sujet. Je te rejoins totalement. Je regarde les trucs. On a Sequoia, typiquement, en Bretagne, à 15 millions d'euros qui sont tombés sur les universités de Rennes. Après, ce qui est compliqué dans Sequoia, c'est de rabuter ce qui se fait en recherche et les entreprises pour arriver à un moment donné à faire des produits. Et on a un enjeu parce qu'au niveau européen, les Français... Pareil, pas simplement faire un produit, c'est pas simplement faire une spin-off de l'INRIA où on met 3 chercheurs qui vont discuter avec un petit écosystème. Non, c'est vraiment créer totalement une entreprise et avec qui cherchent des clients. Le principal point de Grandien, c'est où sont les clients. Faire des super produits technologiques, c'est super, mais derrière, il faut savoir très vite où sont les clients pour arriver à faire aller sur le marché et attaquer le marché européen à l'export le plus vite possible. Voilà, et on va peut-être finir, puisque c'était la question, mais moi je me souviens, j'étais à l'Elysée au mois de juin lors d'un dîner où j'étais pas loin de Jensen Huang, qui est le fondateur d'NVIDIA. Et vous savez ce qu'il nous disait? Il nous a dit, vous savez, vous les Français, vous avez tout. Vous avez le talent, vous avez les ingénieurs, vous avez les datas, vous avez plein de technologies, etc. Par contre, arrêtez de vouloir absolument faire des systèmes et des logiciels parfaits. Faites des logiciels, y compris dans les labos, mettez-les sur le marché, allez à la rencontre des utilisateurs pour accélérer le rythme. Donc en fait, moi je préfère le mot de Jensen Huang, et donc il faut être un peu moins parfait, vite sortir du labo, à la rencontre des clients, et ensuite il faut grandir. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire, plus vite. Merci Jean-Noël. Et on les applaudit encore une fois parce que c'était vraiment très enrichissant pour l'audience.